Et nous sommes toujours avec Gérard Chalion, géostratège spécialiste de l'étude des conflits armés. Et nous a rejoint en plateau Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS. Bonsoir à tous les deux. Et ravi de vous avoir sur le plateau du 64 minutes. Alors le Premier ministre israélien réunit en ce moment son cabinet de guerre à Tel Aviv. Nous, on va prendre la direction de Jérusalem où l'on retrouve Stéphane Amar. Stéphane, on a entendu... Stéphane, est-ce que ce soir, les Israéliens avec qui vous avez pu discuter, échanger aujourd'hui, souhaitent que leur pays riposte militairement face à l'Iran? Alors, il y a véritablement deux attitudes, en tout cas, quand on s'entretient avec l'homme de la rue. Il y a effectivement ceux qui disent il faut profiter de cette opportunité pour frapper une fois pour toutes l'Iran, qui nous menace de destruction depuis des années, qui est en train d'obtenir l'arme nucléaire. Et c'est le moment de profiter de cette attaque pour une riposte extrêmement vigoureuse qui met à mal définitivement les capacités militaires et nucléaires de l'Iran. Et puis, il y a un sentiment également très répandu, c'est celui que finalement cette riposte a été plus symbolique qu'autre chose. Les Iraniens avaient prévenu, ils ont permis à la défense antiaérienne de s'organiser et ils ont causé extrêmement peu de dégâts matériels et humains en Israël, et que donc cela ne vaut pas une riposte vigoureuse, qu'il vaut mieux se concentrer sur le Hezbollah, sur le Hamas dans la bande de Gaza, plutôt que de risquer, comme vous le disiez, une escalade, une conflagration mondiale en ripostant vigoureusement contre la République islamique. Merci beaucoup Stéphane Amar en direct de Jérusalem. Marc Lavergne, je me tourne vers vous. Quelle leçon peut-on tirer, selon vous, de cette attaque quand même sans précédent de l'Iran contre Israël ? On a l'impression que les choses sont quand même sous contrôle, parce que c'est une réponse très vigoureuse, 300 missiles, etc., et drones. Mais on a l'impression, ou on peut penser qu'il y a quand même des canaux de communication indirects, évidemment, entre l'Iran et Israël, pour dire nous sommes obligés de réagir après cette attaque qui a été faite contre notre ambassade à Damas. Mais nous ne souhaitons pas aller plus loin. C'est ce qu'ils ont dit après avoir terminé l'opération. Mais je pense que c'est quelque chose qui a été entendu déjà au préalable par les canaux de communication indirecte qu'ils ont dans le monde arabe ou ailleurs, d'ailleurs sur la scène internationale. Donc tout ça me paraît un ballet bien réglé, si vous voulez. Alors, dans un ballet bien réglé, il peut y avoir des dérapages, il peut y avoir des choses qui se passent mal. Quand même, la grande question ce soir, c'est de savoir si Israël va riposter militairement ou non. On en saura probablement un petit peu plus dans la soirée à l'issue du cabinet de guerre qui est réuni à Tel Aviv. On le sait, Benyamin Netanyahou a, par exemple, depuis les attaques du 7 octobre 2023 du Hamas contre le territoire israélien, une logique qui est finalement très jusqu'au-boutiste dans la bande de Gaza. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il aura finalement la même logique vis-à-vis de l'Iran ? Mais il y a la tentation israélienne de détruire l'arme nucléaire en préparation en Iran. Et ce n'est pas simplement Israël, les États-Unis aussi. Beaucoup de pays dans la communauté internationale seraient tentés de saisir l'occasion. Mais je crois que Israël ne s'est pas préparé spécifiquement à cette opération, qui est à haut risque, bien sûr. Et puis, il y a les opinions publiques dans le monde arabe. Il ne faut pas oublier qu'Israël a signé une alliance d'Abraham avec un certain nombre de pays qui pèsent très lourd et qui sont embarrassés parce qu'ils n'aiment pas particulièrement le régime des mollahs en Iran. Ils sont liés à Israël par des intérêts économiques et autres, mais en même temps, personne n'est prêt à franchir, si vous voulez, ce cap-là pour aller vers la destruction du potentiel militaire iranien ou du régime des mollahs, tout simplement. Gérard Chalion, vous êtes d'accord avec l'analyse de Marc Lavergne? Ça veut dire qu'on doit s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de réponse d'Israël face à l'Iran, en tout cas pas de réponse frontale? Tout à fait. Ce qui a été dit tout à l'heure par le correspondant israélien est parfaitement exact. C'est-à-dire il n'est pas question de marcher vers l'escalade. On est à fleuret mousseté, on s'observe, on se rend les coups en sachant qu'on ne va pas aller au-delà de ça. Alors, peut-être pas d'escalade frontale, le dérapage, en principe, n'est pas prévu.
Voilà. Pas prévu, mais enfin l'Iran a quand même des alliés, des satellites, si on peut dire, qui composent ce qu'on appelle l'axe de la résistance, le Hezbollah au Liban, par exemple. Est-ce que ça va continuer. Voilà, ça va continuer. Ça veut dire qu'on va rester dans un schéma finalement d'affrontement asymétrique. On va se faire du mal, mais indirectement. Mais On indirectement. ne va pas se rentrer dedans de façon classique jusqu'à la destruction. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Dommage pour la population qui est sur place et qui souffre de la faim, de la soif et du reste. De toute façon, est-ce que l'Iran aurait eu les moyens militaires d'une confrontation plus large avec Israël? Qu'est-ce qu'on sait de l'arsenal militaire iranien? Non, il est conséquent, évidemment. L'Iran produit de l'armement et les moyens. Oui, il a les moyens de se projeter à cette distance-là. Mais jusqu'à présent, c'est toujours lui qui a été bombardé par l'aviation israélienne sur les sites de préparation de cette fameuse bombe nucléaire. Hein. Mais je crois que, d'une part, il n'y a peut-être pas la même capacité de mener des actions à distance et aussi rapides et définitives que celle que fait Israël. Et puis, il y a un soutien populaire aussi qui, peut-être en Iran, est un peu défectueux dans la mesure où la rue n'est pas du tout prête à ça. Alors qu'en Israël, il y a un sentiment peut-être largement partagé de ce qu'il faut saisir l'occasion pour se débarrasser du diable, hein, puisque l'Iran incarne le diable. Mais je crois que ce qu'on sait de l'opinion publique iranienne est que le régime des mollahs n'a pas un soutien extrêmement solide dans la société, qu'il y a des dissensions au sein de l'appareil d'État, hein, entre tous les gardiens de la Révolution, toutes les forces diverses qui se font concurrence en même temps. Donc je ne crois pas qu'il y ait un... Et puis il y a un double pouvoir. Hein. Évidemment, en Iran, il y a le président de la République. Il y a peut-être d'autres pouvoirs en plus. Et puis, il y a évidemment l'ayatollah Khamenei. Et pour en revenir à la sphère plus internationale, quels sont aujourd'hui les pays dans le monde qui soutiennent l'Iran, qui valident en quelque sorte ce qui est présenté comme une vengeance après la frappe qui a visé le consulat iranien à Damas en Syrie et qui a mis le feu aux poudres? Soutenir l'Iran, c'est un bien grand mot. Comprendre l'Iran, c'est autre chose. Je pense que, encore une fois, dans les opinions publiques arabes qui n'ont pas leur mot à dire, hein, mais qui quand même font réfléchir leurs dirigeants, il y a un sentiment de ce que le droit est du côté de l'Iran. Pays musulman, même si son gouvernement est chiite. Hein, je crois qu'il y a un soutien populaire assez large. Et puis il y a une compréhension dans des cercles, si vous voulez, concentriques. Comme ça, on a après des opinions publiques mondiales qui considèrent que ça suffit. Quand est-ce que ça va s'arrêter, ce problème? Parce qu'Israël a un projet derrière qui est de reconquérir toute la Palestine du mandat. Hein, et puis peut-être d'aller plus loin. Donc là, il y a des dissensions à l'intérieur d'Israël. Et puis il y en a aussi dans l'opinion publique internationale et dans les pays qui soutiennent Israël. Mais soutenir Israël, ça veut dire jusqu'où? Est-ce que c'est jusqu'à la conquête, jusqu'à suivre Netanyahou, jusque dans son désir de chasser les Palestiniens de Palestine? Justement, Marc Lavergne nous parle des territoires palestiniens. Est-ce que cet affrontement direct entre l'Iran et Israël peut changer quelque chose, peut changer la donne dans la bande de Gaza? Est-ce que ça va aggraver le conflit ou est-ce qu'au contraire, ça peut contribuer à une accalmie? Ça peut arranger M. Netanyahou, l'aggravation. Lui, il a intérêt, si vous voulez, à écraser l'adversaire, s'il le peut. L'ennui, c'est que cet adversaire est infiniment plus coriace qu'il ne pensait, et que de ce côté-là, c'est difficile. Le Hamas, en l'occurrence, est soutenu par l'Iran aussi. Il faut ajouter qu'il y a un tas de pays qui ne soutiennent pas l'Iran en tant que tel, mais qui sont contents de voir Israël attaqué. Vous voyez? C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui ont de l'antipathie à l'égard de l'Iran. Vous pensez à quel pays, par exemple? Mais qui ont une antipathie encore plus importante à l'égard d'Israël. Donc c'est un jeu extrêmement complexe. Pour l'instant, sauf accident, on va s'en tenir au fleuret mousselet. Marc Lavergne, sur les conséquences possibles, potentielles dans la bande de Gaza et dans la poursuite de la guerre entre Israël et le Hamas, vous pensez que cet épisode peut bouleverser un petit peu les lignes? Cet épisode, il a commencé par l'élimination de responsables palestiniens à Damas et iraniens.
Ça s'est développé avec cette représaille, mais il n'est pas question d'aller plus loin. C'est-à-dire que les acteurs n'ont pas envie de se laisser imposer un tempo, un programme par des considérations extérieures. Ils ont leurs propres objectifs et leurs propres feuilles de route, je dirais, pour arriver à ces objectifs. Tout à fait. Par exemple, en ce qui concerne les États-Unis, les Américains disent « nous soutiendrons de façon indéfectible Israël ». De façon inébranlable. Et en même temps, M. Biden dit aux Israéliens « doucement les gars, ne poussez pas, ne cherchez pas à régner sur l'ensemble de Gaza, parce qu'à partir de là, ça va devenir très difficile de vous soutenir ». Donc il y a ce qui se dit, mais il y a ce qui se pratique. Pour des raisons électorales aussi, hein. On sait qu'on est en année électorale aux États-Unis et que Joe Biden joue sa réélection. Donc effectivement, il n'a peut-être pas envie d'emmener son pays dans ce type de guerre qui en plus se déroule quand même à des kilomètres du territoire américain. Tout de même, les États-Unis aujourd'hui se retrouvent dans une position assez délicate parce qu'on sait bien qu'on l'a vu, Israël n'aurait pas pu riposter à cette attaque iranienne sans le soutien des États-Unis. Et en même temps, si Israël décide malgré tout, sur un coup de colère de Benyamin Netanyahou, de réagir, de riposter militairement, est-ce que les États-Unis ne vont pas se retrouver entraînés malgré eux dans cette guerre ? Ça sera effectivement très embarrassant pour les États-Unis parce que ce qui compte aujourd'hui, on est dans une période préélectorale et il ne s'agit surtout pas de soulever des problèmes comme ça qui risqueraient d'introduire des fractures qui ne pourraient pas être gérées dans l'électorat. Donc on ne sait pas qui serait gagnant si Israël se lançait à fond perdu dans la guerre qui embraserait tout le Moyen-Orient. Parce qu'à partir de là, je pense que les Américains auraient du mal, avec la faiblesse de leur gouvernement actuel, qui est dans cette période électorale, à maîtriser tous leurs alliés. Donc il peut y avoir des révoltes après en chaîne, on peut tout imaginer, des sentiments populaires qui s'exprimeraient dans l'ensemble de la région et généralement contre Israël. Et puis aussi, l'opinion publique israélienne, elle est aussi extrêmement divisée. Elle est d'accord pour réprimer ce qui a été fait, mais pas pour aller plus loin dans une guerre à tout va. Donc tout ça rend la situation extrêmement, comment dirais-je, fluide. Par exemple, en ce qui concerne les Américains, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis même, on est dans une guerre civile froide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité américaine en disant, voilà, notre avenir, c'est ça. Non, il y a l'hypothèse Trump. Il y a jusqu'où vous pouvez aller. Vous ne voulez pas être entraîné au-delà de ce que vous pouvez jusqu'à présent contrôler. Il y a ça. Et en Israël même, il y a des voix discordantes. M. Netanyahou est infiniment moins populaire aujourd'hui qu'il ne l'était il y a une année. Donc, vous voyez, dans cette affaire, il y a tellement de considérations qui rentrent en jeu que personne n'a envie d'un conflit généralisé qu'on ne maîtrise pas. Justement, vous parlez de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. On imagine qu'il va y avoir des conséquences politiques pour lui. Ça commence, entre guillemets, à faire beaucoup. D'abord, l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023. La colère de la société civile qui monte du fait du non-retour des otages. Et maintenant, cette attaque de l'Iran. Quelles peuvent être les conséquences sur le plan politique pour Benyamin Netanyahou ? Je pense que la scène politique israélienne est extrêmement confuse. Elle a un cabinet de guerre qui est un cabinet d'une trentaine de personnes, donc c'est pas un cabinet qui est capable de gérer autre chose que le quotidien et qui doit mettre sous le boisseau les dissensions qu'il y a entre eux. Donc M. Netanyahou n'est pas devenu plus populaire, en effet, depuis que toute cette opération a été déclenchée. Je veux dire, l'opération depuis le 7 octobre. Les problèmes d'Israël sont en suspens, la société civile est bloquée, tout est bloqué finalement dans la vie quotidienne aussi. Il y a une incertitude quant à l'avenir, une angoisse peut-être aussi. Donc je ne pense pas que les Israéliens, l'homme de la rue, soient un va-t-en-guerre dans ces conditions. Mais la pression de la rue peut s'accentuer aussi dans ce contexte. À mon avis, l'avenir de M. Netanyahou est mesuré. C'est-à-dire mesuré. Je le vois très mal au pouvoir d'ici à un an. D'ici un an, mais ça veut dire qu'il peut être poussé
vers la sortie par ses collègues du cabinet de guerre, par exemple? On peut imaginer, parce qu'une démission de sa part semble quand même difficilement imaginable. S'il y a des élections, il risque de les perdre. Bon, il va s'efforcer de les éviter. Pour le reste, il faut quand même qu'il arrive à trouver une quelconque solution pour marquer des points. Ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on piétine. Tout ça va dépendre aussi des élections américaines, auxquelles sont suspendues beaucoup de choses. Donc, très difficile de dire où on se dirige. Ce qu'il faut, à mon avis, éviter, c'est le geste absurde de déclencher quelque chose que l'on ne contrôle pas. Voilà. Marc Lavergne, vous avez l'air d'être d'accord avec les propos de Gérard Chaliand. Les élections américaines de novembre prochain, elles peuvent effectivement, les résultats de ces élections peuvent peser dans la balance en ce qui concerne l'avenir politique de Benyamin Netanyahou? Écoutez, on n'y est pas encore aux élections américaines, évidemment. On a encore 6 mois devant nous. Le sort de M. Netanyahou sera peut-être réglé avant. Quoi qu'il arrive, je dirais. Il y a aussi des vainqueurs de guerre qui ont été remerciés. On pense à Churchill, on pense au général de Gaulle, après la fin de la guerre, après la victoire. Donc, dans tous les cas de figure, les gens auront envie de tourner de la page, cette page qui est symbolisée par M. Netanyahou. Et je pense que ça peut être la fin de sa carrière politique aussi. Ouais. Hautement probable. Hautement probable, en tout cas, on suivra ça avec une grande attention sur TV5 Monde. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit dans quelques heures, justement pour évoquer ces attaques de l'Iran contre Israël. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de cette réunion, Gérard Chaliand? Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU? Non, j'y crois pas beaucoup. Je crois qu'on va débattre, mais on ne va pas proposer quoi que ce soit qui puisse être suivi. Parce que le Conseil de sécurité de l'ONU a quand même, c'est vrai, largement montré ses limites depuis 6 mois. Non, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a la Russie et la Chine, qui sont des pays qui pèsent très lourd dans la balance, qui ne sont pas impliqués directement dans le sujet, qui auront l'occasion de dire, bon, arrêtez de jouer, parce que nous, on est là, et même s'ils ne profèrent pas de menaces, même s'ils n'ont pas de stratégie, ils veulent que les choses se calment, et ils vont protéger l'Iran. Et ils vont protéger l'Iran. Un dernier point que je voulais aborder avec vous, puisqu'on en a parlé dans notre journal, le président iranien a menacé d'une réaction plus forte en cas de comportement imprudent d'Israël. Alors, vous avez un discours plutôt de prudence et vous avez l'air de dire que tout le monde souhaite que le jeu se calme, mais quelle serait pour l'Iran la ligne rouge qu'Israël ne doit pas franchir ? Alors, je ne suis pas à la place des dirigeants iraniens, mais je pense que... C'est très subjectif. Et à quel moment est-ce que l'Iran peut estimer qu'Israël a franchi une ligne rouge qui impliquerait une réaction de sa part? Moi, j'ai un peu le sentiment que l'Iran est assez gagnant dans cette affaire parce qu'il montre un sentiment, une sorte de responsabilité avec tout ce qu'il a envoyé, ce déluge-là d'engins sur Israël qui n'ont pas fait beaucoup de mal. Donc ça montre qu'il y a cette volonté de ne pas envenimer la situation. Donc je ne vois pas très bien quel risque l'Iran pourrait prendre. On a un pouvoir qui est parfois vacillant parce que la rue parfois s'exprime et voudrait se débarrasser de ce régime des mollahs. Mais il y a à la fois tout l'appareil militaire, l'appareil sécuritaire et l'appareil idéologique qui est en place. Je ne vois pas comment l'Iran se trouverait vraiment fragilisé à la face du monde. À l'intérieur, c'est peut-être autre chose. Gérard Chaliand, la ligne rouge pour les Persans, c'est qu'on ne doit pas menacer leur potentiel nucléaire. Ça, c'est la ligne rouge. Et effectivement, c'est une tentation pour les Israéliens d'en finir avec cette menace nucléaire dont on leur dit que, attention, on était à -5 de la possibilité. Voilà. Merci beaucoup Gérard Chaliand et Marc Lavergne pour vos éclairages. Merci d'avoir répondu à nos questions dans le 64 minutes. C'est la fin de notre édition spéciale. Merci de l'avoir suivi et à suivre dans un instant l'invité de Patrick Simonin.